Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Matelot de Pierre Loti. Je poursuis donc cette lecture, j'en étais au chapitre 14. Je poursuis donc cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. La tête bruissante, comme après un grand choc, il entra avec sa mère dans leur petit salon du premier étage. Un homme de vilain aspect était là, avec une redingote noire luisante, et sur la table, des couverts d'argent s'étalaient, appareillés deux par deux. « Eh bien, prenez-les à ce prix-là, monsieur, » dit la mère, pressée à présent d'en finir avec un marchandage commencé. Alors, tandis que Jean demeurait muet et glacé, l'homme posa des billets de banque sur le tapis, puis mit dans ses poches les couverts et les emporta. Leurs couverts de famille, ceux de leur dîner d'autrefois, marqués au chiffre du grand-père. Et dès qu'il fut parti, elle prit son fils par les deux mains. « Eh oui, mon pauvre petit, ça et tout le reste, il faut vendre. Et la maison et le jardin, tout. Vois-tu ce que nous possédions ? Sa pension m'aidait à vivre, mais à présent qu'il n'est plus là, je ne puis plus. » Elle parlait, un peu agitée comme une folle, paraissait presque distraite des choses cruelles qu'elle disait, et qui pourtant lui avaient causé de longs désespoirs. Distraite par la présence de Jean, par la joie de la voir là, de le regarder, de l'admirer, grandi, fortifié et si beau. Lui se jeta dans les bras de sa mère, appuya la joue sur son épaule, comme se réfugiant là, en un asile, contre tant de malheurs, d'effondrements qui les accablaient. Chapitre 15. 3 mois d'été sinistres, passés pour eux dans un terrible provisoire. De ces périodes pendant lesquelles on ne se met à rien, on a le courage de rien. À quoi bon même entretenir la pauvre chère maison qui allait leur être enlevée. Les hommes d'affaires allaient et venaient. Elle avait tenté à sa grande humiliation des démarches auprès des autres Bernies pour être un peu aidée, pour essayer de garder le nid héréditaire. Mais il trouvait ses cousins riches que c'était une véritable folie, que ce serait assurer sa ruine plus complète, qu'il fallait vendre, régulariser, en finir. Et elle vendit. Quand ce fut décidé irrévocablement, la marche des jours sembla se précipiter davantage, comme dans ces mauvais rêves où le temps n'a plus de durée. Et le soir, où l'acte fut signé, quand ils se trouvèrent assis ensemble à la table de famille, leur dîner pauvre, servi encore par miettes, fut comme un repas de funérailles. Leur soirée comme une veillée de mort. Son plan, elle, était maintenant fait dans sa tête, puisqu'il fallait que Jean, dont la 18e année allait sonner, s'engagea comme matelot et qu'elle-même se mit à travailler, à vivre en ouvrière, alors le plus loin d'Antibes serait le mieux. Ils partiraient ensemble pour l'autre bout de la France, elle irait se fixer avec lui dans un des ports de guerre du Nord. Toulon était bien trop près. Elle y connaissait du monde et puis Jean devait passer au moins une année à Brest, sur le vaisseau école des matelots. Donc c'est là qu'ils iraient habiter ensemble tous deux, pour au moins cacher leur détresse. En octobre, le nouveau propriétaire leur donna 8 jours pour vider la maison et préparer leur grand départ. Aussitôt après, des tapissiers devaient venir, tout renouveler, tout changer. Rien de ce qu'avaient aimé les bannis qui s'en allaient n'était plus assez beau pour ses dédaigneux successeurs. Et ils se mirent à tirer les pauvres choses auxquelles ils tenaient le plus, mais voici qu'ils tenaient presque à tout. Le sacrifice de chaque objet était un petit déchirement, et cependant il devait se résoudre à emporter si peu. Jean aidait sa mère, faisait des caisses pour la petite vitesse, et chaque matin s'éveillait dans sa chambre d'enfant, avec l'angoisse de se dire « Encore un jour qui m'approche de celui où je verrai ceci pour la dernière fois ». Et la maison se vidait peu à peu. La maison qu'on n'arrangeait plus et où traînait la paille des emballages. Et les aspects de tout se détruisaient, irréparablement.
Lui emportait avec amour 1000 petites choses enfantines, surtout ses cahiers de collège, qui étaient encore remplis de ses rêves d'école navale, et puis qui lui serviraient plus tard à travailler son examen de capitaine au long cours. Sa seule sortie, chaque jour, était pour aller un peu errer dans le vieux domaine du Carigou, dont la clé leur avait été laissée encore. Dans le cher jardin, envahi d'herbes qui prenaient un air de cimetière abandonné, c'était la même saison, les mêmes belles journées de tranquille soleil que l'automne précède, quand il venait là, seul comme aujourd'hui, poursuivre ses rêveries, également tristes, de départ pour les îles Levantines. Et il cueillait, afin de les emporter séchés entre les pages de ses livres et feuilles de certains arbustes, de certains rosiers. Jean, appelait-elle tristement tandis qu'elle vidait une armoire d'effets. Jean, viens voir, te souviens-tu de ceci? Et elle lui montrait une petite chemise en batiste blanche taillée à l'ange. D'abord, il ne se rappelait pas, non. C'était tellement loin. Mais tout à coup, si. Oh, la robe de la Fête-Dieu. Elle avait désiré la revoir avec lui encore une fois, avant de la jeter aux choses à détruire ou à vendre. Mais Jean voulut l'emporter, et on l'a mis soigneusement pliée dans une des malles qui partait pour l'exil. « Et ça, dit-elle, montrant un petit chapeau brun avec des rubans de velours qui pendaient. Alors il revit dans un navrant lointain certains soirs de Pâques, certains dîners de printemps à côté du vieux grand-père disparu, et une tristesse infinie monta du fond de son âme. La plus désolée tristesse, la plus mystérieuse en ces dessous d'abîme que ce départ lui eût causé encore. Oh, se séparer de ce petit chapeau, non. Il fut décidé qu'on l'emporterait aussi à Brest avec la robe d'ange qui tenait si peu de place. La redingote du grand-père, sa canne à pommes d'argent, d'autres objets venus de lui, s'en allaient aussi. Pour des gens si pauvres, ils s'encombraient vraiment de beaucoup d'inutiles bagages. Chapitre 17. Le dernier jour. Et un jour si limpide, si trompeur dans sa joie ensoleillée, un incomparable beau jour du mois de novembre commençant. Il devait partir dans la soirée, tard, par un train de nuit. Lui qui avait 1000 choses encore à emballer, à arranger, se hâtait pour trouver le temps, avant le coucher du soleil, d'aller rêver 1 heure dans le jardin du Carigou, situé un peu loin de la ville. Quand il y entra, dans ce jardin, c'était presque le soir. Des rayons déjà tout rouges passaient horizontalement au travers des branches, éclairaient le tronc des vieux arbres impassibles. Pour lui, elles s'ajoutaient l'une à l'autre. Les mélancolies de toutes ces fins qui arrivaient ensemble. La mélancolie du soir, celle de l'automne, et celle, beaucoup plus profonde, du définitif départ. L'attachement à des lieux, à des arbres, à des murs, pour prendre chez quelques-uns, surtout dans la prime jeunesse, une extrême puissance. Peut-être, en se figurant aimer et regretter tout cela, ne pleurent-ils que l'antérieur évanoui de leur propre durée qui s'y reflétait pour eux. Il semblait à Jean que cette vente à des étrangers, cet enlèvement matériel ne pourrait empêcher que l'essence, presque pensante, de ces choses, fût toujours à lui, jamais à ceux qui les avaient achetées. Et qui sait, mon Dieu, si avant son commencement terrestre, d'autres, des inconnus, n'avaient pas déjà laissé un peu de leurs âmes aux mêmes places et éprouvé des illusions pareilles. Subitement, tout l'or qui rayait les branchages s'éteignit, et il y eut comme un accroissement de silence. Le soleil était couché, un froid inattendu tombait sur la terre avec la nuit. Il était plus que l'heure de rentrer. Jean promena sur les allées envahies d'herbes un regard pour leur dire adieu, et se décida à sortir, bien lentement, en continuant de regarder. Il referma l'antique portail avec l'impression d'un jamais absolu et éternel. Maintenant, leur dîner où ils ne mangèrent pas. Dîner quelconque servi par Miette, qui pleurait, et éclairé par une bougie, posée à même sur la table. Et enfin commença la lourde soirée d'attente. Tout était prêt. Plus rien à faire. Ils se retrouvèrent seuls, ayant froid, dans leur salon vide,
démeublés à jamais des vieilles choses aimées. En silence, ils attendirent, comme attendent les condamnés, la voiture qui devait venir les prendre. De temps à autre, Jean s'en allait, une bougie à la main, faire dans la maison une sorte de ronde suprême, revoir encore une fois sa chambre. Il ne lui était même pas permis de se dire, en de beaux rêves d'enfant, qu'il rachèterait cela plus tard, puisque ces nouveaux venus, dédaigneux du modeste intérieur tant soigné par sa mère, allaient demain tout détruire. Vers 10 heures, un roulement dans la rue, sur les pavés, bruit sinistre et sourd, d'abord dans le lointain. Jean avait été le premier à l'entendre. Quand on fut bien sûr que c'était cela, qu'un omnibus s'était arrêté devant le seuil, il leur sembla qu'il touchait à une minute de mort. Et instinctivement, ils se prirent, la mère et le fils, dans les bras, l'un de l'autre. Ils descendirent, d'en bas du corridor, leur venaient les sanglots de Miette. Derrière eux, les portes, avec leurs plaintes, avec leur cher grincement familier, entendu pour la dernière fois, se refermaient, aussi définitivement que des couvercles de tombeaux. Chapitre 18. À Brest, où ils arrivèrent un matin incolore au lever du jour, ils furent saisis, glacés. Eux, les pauvres transfuges d'un pays de soleil, par ce changement absolu de climat, consentaient en toutes choses, par l'hiver qui était ici, par le morne et le gris qui régnait partout. Dans un petit hôtel modeste, ils se firent conduire, ayant ces airs craintifs, des gens qui veulent dépenser très peu, et pour qui les moindres pièces sont comptées. Lui d'ailleurs se laissait mener comme s'il fût redevenu petit enfant. Sans volonté à présent, tout à coup, doucement soumis, passif, et se sentant le cœur gonflé d'amer chagrin. Un peu distrait de temps à autre. Cependant, par tout ce que présentait d'étrange à ses yeux cette ville de granit sombre, avec ses effroyables remparts, sa population maritime du Nord et son ciel de pluie, se retournant dans les rues pour regarder passer ses cols bleus, pareil à celui qu'il porterait bientôt, et quelquefois, charmé anxieusement au fond de lui-même par tout cet inconnu de la vie qui était encore en avant de sa route. Ils employèrent quelques jours à se choisir une demeure. C'était si affligeant à voir tout ce qu'on leur montrait dans des prix possibles. Elle, plus aisément que lui, se faisait à l'idée de ce cadre tout à fait peuple, qui allait être, pour longtemps ou pour toujours, celui de sa vie déchue. Ses résistances, ses révoltes d'orgueil bourgeois étaient beaucoup tombées, pourvu que cela fût ignoré des autres bernis, que cela se passât bien loin de leurs regards. Elle se résignait sans trop d'amertume. Et puis son Jean, qu'elle avait si complètement retrouvé, qui venait de tant se rapprocher d'elle, la consolait presque de tout, lui compensait presque tout. Mais lui qui, sans doute, tenait d'hérédité paternelle un sang plus affiné, lui, au contraire, se cabrait contre la visible misère. À bord, aucune rudesse des marins ou des choses marines ne rebutait son tempérament de matelot. Mais à terre, il éprouvait d'irréductible dégoût pour tout ce qui était trop laid ou trop banalement pauvre. Il souffrait cruellement de voir sa mère descendue ainsi dans sa mise, dans son installation, dans ses habitudes d'existence. Une volonté et un espoir qui venaient de la relever de là plus tard. Il ne consentait à accepter que passagèrement cette épreuve. Et dans le fuyant lointain, dans l'irrévocable passé où elle venait d'être plongée, la Provence, la chère maison de là-bas rayonnait pour lui, très lumineuse sur un fond d'ombre, comme éclairée d'une splendeur finissante de soir. Enfin, ils se décidèrent. Il fallait bien, car l'hôtel coûtait trop. Ils se décidèrent pour un logis au 3e étage dans la grande rue, non loin du port. C'était triste, triste. Cela ouvrait sur une cour profonde et désolée. Une seule fenêtre regardait la rue. On voyait de là, tout en bas, piétiner sur la boue des passants en sabots, qui le dimanche titubaient.
Dans le lointain apparaissait un peu de l'arsenal et un coin de la caserne des matelots sur la colline de recouvrance. Partout, de hautes et massives constructions de granit, aux nuances très foncées, luisantes de pluie. Il se disait qu'il changerait plus tard, qu'il tâcherait de trouver mieux ailleurs. Ce fut d'abord comme provisoirement qu'ils s'installèrent, complétant, avec le plus d'économie possible, le peu du mobilier provençal qu'ils n'avaient pas eu le courage de vendre. Et quand les caisses, venues par petite vitesse, furent montées et ouvertes, quand les chers objets rapportés de là-bas commencèrent à reparaître, à la lumière grise d'ici, entre les murs du logis d'exil, Jean et sa mère, n'osant se regarder de peur d'éclater en sanglots, pleurèrent des larmes silencieuses et lentes, qui semblaient venir des tréfonds déchirés de leur cœur. Chapitre 19. Encore 2 mois passés, en plein hiver maintenant. Un dimanche, jour où les casernes sont vides et où les matelots sont dehors, dans tout ce gris sombre des basses rues de Brest, promenant l'insouciance de leurs rires, l'éclat de leurs costumes galonnés de rouge et de bleu clair de leurs grands cols, un pâle soleil sur les granits humides des murs, un temps doux, comme il en fait souvent en janvier, à cette pointe de Bretagne que la mer entoure et attiédit. Ils s'étaient accoudés ensemble, la mère et le fils, à cette fenêtre qui était la seule possible, la seule un peu attirante de leur nouvelle demeure, qui était l'œil du logis, l'œil unique ouvert sur le dehors. Elle, très simple, plus simple que Jean ne l'aurait voulu, presque femme du peuple dans sa robe de grand deuil, lui, matelot. Lui déjà habitué à son nouveau costume, portant déjà, avec la désinvolture aisée qu'il faut, le large col très ouvert sur le cou bronzé. Un peu changé de visage, par exemple, embelli peut-être, à cause de sa naissante barbe noire qu'il avait laissée pousser à l'ordonnance sur le menton et sur les joues. Mais ayant gardé encore ces mêmes yeux d'enfant, à la fois ardents et rêveurs, quand il était là, Jean, et que le temps par hasard se faisait un peu beau, ils s'y tenaient souvent ensemble, à cette fenêtre, et commençaient presque à l'aimer. Après le grand désastre et le grand acharnement qui les avait anéantis tous deux comme une sorte de mort, voici que peu à peu, très lentement, dans la sphère différente et intérieure où ils venaient d'être jetés, ainsi que des épaves, ils reprenaient vie. Lui parce qu'il était très jeune, elle, la mère, parce qu'elle était avec lui. Et ce gîte, accepté d'abord avec dégoût et désespoir, voici qu'il s'y faisait. L'idée d'en changer, pour le moment, ne leur venait plus. D'ailleurs, elle avait accompli des miracles pour tout arranger. Nettoyer, embellir, raccommodant elle-même les vieux tristes papiers des murs, posant les modestes rideaux de mousseline qui jettent autour d'eux la gaieté blanche. Aux places les plus en vue, elle avait mis les quelques meubles rapportés d'Antibes, les flambeaux, les vases de leur cheminée de salon là-bas, et d'autres petites choses où s'accrochaient leurs souvenirs. Dans une armoire dormaient les reliques les plus sacrées. La dernière redingote du grand-père, ses lunettes et sa canne à pommes d'argent, et puis des livres lui ayant appartenu, des calepins, des cahiers couverts de son écriture vieillie. À côté, sur le même rayon, certains petits costumes particulièrement précieux, de l'enfance de Jean, sa robe d'ange à la fête Dieu, et dans un carton enveloppé d'une gaze verte, le petit chapeau marron du jour de Pâques. Lui-même, si inhabile jadis aux choses d'intérieur, était rigoureusement soigneux de ce pauvre petit ménage de mère et de fils. Arrangeait, clouait, et se mettait volontiers en tricot de marin pour faire de grands nettoyages comme à bord. Ses fantaisies de coureur, pour l'instant, sommeillaient. Le remords les avait engourdis, causait le moindre surcroît de peine à sa mère, lui semblait odieux et révoltant. Il était tenu par le cœur et par la pitié tendre, se sentant indépendant de fait, puisqu'il était matelot. Il restait soumis volontairement, ce qui était pour lui la seule façon possible de l'être, et sa soumission lui semblait même facile et douce. Le soir, il rentrait tout droit de la caserne au logis, consacrant à sa mère toutes ses heures de liberté, ne sortant qu'en sa compagnie et toujours lui donnant le bras, avec un gentil air grave qu'elle ne lui avait encore jamais vu.
Et c'est la fin de ce chapitre et la fin de cette lecture. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.